Jean-Pierre Lepointe, comment te présenter? Je suis un président de ligue pas normal, parce qu'en fait, j'ai été élu, on m'a poussé, j'aurais jamais fait ça parce que j'étais du côté du monde des athlètes et des entraîneurs. Mais je veux dire, je suis très content de vous voir tous ici aujourd'hui, surtout qu'on se retrouve tous enfin ensemble. Et j'ai plusieurs raisons d'être content, parce que en fait, j'ai été votre grand ancien. Alors là, si j'écoute la nageuse, je sais même pas les vieilles, là, c'est les survieux et compagnie. J'ai été votre grand ancien puisque j'étais élève en P1 à Maxence van der Merch avant de passer ici en STAPS. Et ma vocation, c'est d'abord d'être éducateur, et je remercie tous les élus et tous les gens du ministère qui ont mis l'accent sur le côté éducatif du sport. C'est pas, même si on y a des champions, les champions, c'est quelque chose qui se bâtit, et j'ai écouté ce que disait notre championne paralympique, je suis parfaitement d'accord. Et nous, dans le handball, et pas seulement dans le handball, dans la clé, dans les sports frères, dans le rugby, on a une éthique, c'est quand on fait rentrer quelqu'un en pôle espoir, c'est-à-dire qu'on le destine, qui se dit qu'il va aller vers le haut niveau, il y a un double projet. Et quand je rentre, que je dis aux parents, et les gosses, ils me regardent, il est fou, je dis aux parents, ce que tu vas faire au handball, c'est très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu réussisses à minima une partie de tes études. Alors après, avec les centres de formation, etc. et tout, dans le handball, évidemment, dans la carrière sportive, il y a une interruption. Mais n'empêche, à un moment donné, il faut avoir une base, il faut avoir quelque chose qui existe. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ai un de vos anciens de promotion que je viens d'engager, qui était handballeur, qui était chez vous. Je viens de l'engager à la Ligue. Et donc, il a réussi sa carrière. Il n'a pas complètement réussi, même s'il joue en National 1. Il n'a pas complètement réussi sa carrière de sportif, mais il a réussi sa carrière. Il a réussi sa vie. Je voudrais dire une chose par rapport aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y a quelque chose qui m'irrite toujours sur les Jeux Olympiques. C'est quand j'entends les gens en train de critiquer les gens qui sont 8e, 4e, 5e. On ne se rend pas compte ce que c'est que la dose d'effort, la dose de travail, même si c'est un plaisir. Je dis toujours à mes joueurs, tu as la chance de faire ça. C'est une chance exceptionnelle d'être sur le terrain. Mais quand j'entends les gens dire ils n'ont pas réussi. Nous, vous voyez, aux Jeux Olympiques, j'avais vraiment l'impression, je suis tout de même aux arcanes fédérales, j'aurais dû être au Japon, mais on ne pouvait pas être tous-siètes, compte tenu que c'était à huis clos. Et franchement, si l'équipe de France féminine et l'équipe de France masculine n'étaient pas sorties des poules, j'aurais toujours été avec eux. Et j'aurais toujours avec eux. Les volleyeurs, c'est ma famille. Je connaissais Blin, je connais Tilly. Tilly était à Barcelone avec moi. Et je veux dire, à un moment donné, les Jeux Olympiques, c'est une chose merveilleuse. Alors j'entends bien, je sais bien que le Japon, puisque j'ai revu les gars des équipes de France et les filles, le Japon, c'était pas très marrant, à huis clos, etc. et tout. Mais les Jeux Olympiques, quand j'ai fait partie de la première aventure olympique du handball, en 92, depuis, il y a 8 Jeux Olympiques, il y a 5 médailles olympiques, dont 3 d'or. On a égalé Tony Estanguet, ce qui est tout de même pas rien, pour 3 joueurs de l'équipe de France, Karabatic, Guigou, Abalo. Je veux dire, ce qui est énorme, la première fois qu'on est rentré sur ce stade, elle en parlait, sur le stade de Barcelone, et il y avait les Américains à côté de nous, et il paraît que Carl Lewis, c'est un gros chou-flard, machin, ceci, cela. Et Carl Lewis, il a passé son temps à faire des photos avec tous les handballeurs et tous les mecs, tout le monde faisait des photos. Et il y a une ambiance totalement différente d'un championnat du monde, c'est autre chose. Je sais qu'au Japon, ça a été plus compliqué à vivre, mais c'est une vie extrêmement différente. C'est pour ça que la médaille, elle est différente d'une médaille d'un championnat du monde. Parce que je vous garantis qu'aux Jeux Olympiques, il y a une ambiance, même dans les combattants, même à ceux qui cherchent de gagner des médailles, même dans ceux qui cherchent d'être quelqu'un
de gagner cette médaille contre quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre, puisque au judo, on tire avec et on lutte avec. Il y a une vraie ambiance de fraternité sportive qui existe pendant un moment dans cette période des Jeux Olympiques. C'est pour ça que pour moi, j'ai plusieurs médailles. J'ai le championnat du monde, je suis vice-champion du monde, j'ai gagné les Goldwill Games, mais la médaille olympique, avec ma médaille de champion de France FNSU, c'est la plus belle médaille. Donc je voulais saluer tous ces sportifs dont on dit que, à la limite, alors quand vous savez, quand vous êtes sportif, quand vous êtes premier, tout le monde vous tape dans le dos. Quand vous êtes dernier, vous n'avez pas voulu être dernier. Vous n'avez pas voulu perdre. Personne. Si vous êtes désespéré, ben à ce moment-là, il faut être avec ces sportifs. Donc je voulais saluer tous ces gens-là. L'histoire olympique au stade Pierre-Mauroy. Alors, monsieur le vice-président des sports, Ronca, avec qui on travaille depuis un moment, a très bien parlé des choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2018, c'était tout de même pas dans les mœurs de Paris 2024, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est normal, que les Jeux Olympiques, que le handball soient à Pierre-Mauroy. Même si nous avons fait 2017, et 2017 pour la petite, mais 2017 c'est 3 jours, et avec l'équipe de France. C'est 28 100 personnes, 17 500 pour un match derrière, et 28 500 le 3e jour. Et une ambiance de ouf, une ambiance de feu. Et comme toutes les ambiances qu'il y a eu à Pierre-Mauroy, que ce soit le basket, le tennis, le volley, chacun vous dit, Pierre-Mauroy, on frémit. Et c'est comme ça parce qu'il y a des installations, je considère, moi, que Pierre-Mauroy est un des plus beaux stades, et il n'est peut-être pas le plus grand, mais un des plus beaux stades qui existent. Et il y a des endroits où on vit mieux qu'ailleurs. Il y a des stades qui sont habités. Vous savez, vous rentrez dans un endroit, vous dites ça sent bon ici, j'ai envie de jouer. Il y a des endroits qui sont habités, bien Pierre-Mauroy, c'est un stade habité. Donc moi, je voyais les Jeux Olympiques de handball qui allaient se faire, excusez-moi, dans un petit coin là-bas, parce que Bercy, on ne l'a pas, et Bercy, c'est tout de même notre maison. Bercy avait été décrété, et je me dis, on va aller faire les finales olympiques d'un sport qui a ramené quelques médailles, depuis de longues années, dans un petit coin au nord-est de Paris. Je dis ça, tout de même, c'est pas cool. Et donc, il m'a germé l'idée, et là, avec la Mel, on s'est retrouvés tout de suite, de dire, et pourquoi on ne ferait pas les finales, parce qu'en fait, vous allez voir comment ça s'est passé, pourquoi on ne ferait pas les médailles et les demi-finales à Pierre-Mauroy? Ce serait ouf, ça. On gardait le village, on faisait le truc, etc. Et donc, on a écrit, avec le président de la Mel, co-signé. Moi, j'ai écrit, j'ai fait du lobbying avec ma fédé, qui était d'accord sur le sujet, etc. Et puis, on nous a un peu regardé en disant, ils sont ouf, là, les Jeux Olympiques, c'est à Paris. Mais comme l'a dit tout à l'heure, Paris, c'est la France. Quand on donne les Jeux Olympiques à une ville, quand on a donné les Jeux Olympiques à Pékin, on les a donnés à la Chine. Quand on donne les Jeux Olympiques à une ville à Los Angeles, on les donne aux USA. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une... Et si Paris, c'est pas la France, quand vous partez n'importe quel coin du monde, aux Esquimaux, partout, vous dites Paris, ah, Tour Eiffel. Paris, c'est la France, et nous, on est la France. Nous, on est les Hauts-de-France, et on est à 1 heure de train de Paris. Et il n'y a pas que nous, il y a Tahiti, il y a Marseille, donc pourquoi pas? Donc on a tenté le coup, ça a mariné, c'était plutôt enterré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme l'a dit tout à l'heure le délégué du JO, économie, etc. Tout, comment on fait? On dit, ben, puisque la Mel et le handball, ils veulent y aller, ben, pourquoi pas? Et donc j'ai vu arriver les choses, et j'avais dit à mes salariés à la Ligue, je sens les choses venir petit à petit, et un jour, avant même le 17 décembre 2020, on m'a dit, je suis passé, BFM de Lille m'a
fait le plaisir de m'interviewer, et donc les Jeux Olympiques, sauf que, là, mes amis, et on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous. Parce que là, c'est pas 3 jours de compétition. Là, à Pierre-Mauroy, il va y avoir l'équivalent de 4 sites de championnat du monde en même temps. Parce que les JO de handball, c'est comme le volley. Ça dure du premier jour, le lendemain de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au dernier jour. 2 fois 12 équipes, 24 équipes. Les 5 continents représentés. 2 poules de 6 dans chaque tour. Et à chaque fois, on va vider la salle par séquence parce que c'est une obligation. Une nouveauté absolue qui n'a jamais existé dans les JO. D'abord, c'est la métropole lilloise qui va faire le village olympique et qui va travailler en relation avec la Fédé. Une nouveauté absolue. La fédération de handball est à la table de l'organisation, ce qui n'existe nulle part. Ça n'a jamais existé. Les JO, vous arrivez, vous venez tranquille, vous rentrez dans votre truc, c'est organisé, il y a le COJO, ceci, patin, couffin, tranquille, tu joues, la fédération est fait. Là, c'est la première fois qu'une fédération est à la table de l'organisation, et je peux vous dire, ça me file un peu des sueurs froides. Parce qu'il va falloir remplir. Et l'enjeu, c'est de se dire, on va faire un truc de déglingo. Je discutais avec un ancien joueur qui est vice-président de la fédération, on va faire un truc de... C'est 1 million de personnes à mettre. C'est 1 million de personnes avec vous. C'est effectivement laisser des traces. Il y aura des traces déjà du village olympique. C'est laisser des traces dans le sport. C'est laisser des traces pour que tous les gamins qu'on puisse accueillir dans ce merveilleux stade olympique, les 28 000 tous les jours, ils se souviennent des Jeux olympiques et qu'ils aient envie. Ils aient envie, comme vous, de faire du sport, parce que le sport, les APS, ça n'est pas seulement un exercice physique, c'est aussi un exercice intellectuel et éducatif. Voilà l'enjeu de ces Jeux olympiques, et j'espère que nous nous y retrouverons. Je suis à votre disposition, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, en fait, pour finir une vie de président qui n'était pas prévue. Voilà ce que j'avais à dire sur ces JO. Jean-Pierre, est-ce que celui-là Jean-Pierre, avec toutes les manifestations que tu as pu découvrir un peu partout dans toutes les salles du monde, alors dans les clubs, on appelle ça les bénévoles. Tout au long de l'année, on sait que dans les structures sportives, c'est la denrée la plus rare et qu'il faudrait savoir choyer sûrement un petit peu plus. Là, on parle beaucoup de volontaires pour les Jeux Olympiques. Et quand on est volontaire, on voit pas forcément les matchs. On est plutôt du style à porter un pack d'eau, d'aller de l'autre côté, de faire des choses comme ça. Comment séduire tous ces jeunes là qui sont là aussi pour devenir un peu les ambassadeurs, les relayeurs de l'olympisme? Comment les séduire et les convaincre? Alors, encore une fois... Si, ça fonctionne, c'était bon. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est pas un problème. Il faut arrêter de parler de se désespérer. En ce moment, on s'est un peu désespéré. On vient de vivre 18 mois. Je ne vais pas employer un mauvais langage. Mais quand je fais une AG et que je discute avec mes entraîneurs et compagnie, on vient de faire 18 mois tout de même. Ça passe pas très bien. Donc en ce moment, on repart. Et la grande force de ce peuple français, et la grande force, je l'ai dit aussi, par rapport aux Hauts-de-France et par rapport à Lille, c'est qu'on est une terre de labeur, une terre de travail, une terre de solidarité. On avait 250 bénévoles en 2017, déjà avant, quand l'annonce des JO s'est faite, il y avait déjà des gens qui envoyaient des mails, on est là. Bertrand Gilles, double champion olympique, vice-président de la Fédé, me disait, il a déjà des mails, on est là. Donc les bénévoles pour venir, c'est une telle ambiance de travail, c'est une telle ambiance avec les bénévoles, que ce soit les bénévoles de Barcelone, même les bénévoles d'Atlanta. Et croyez-moi, Atlanta, c'est pas mes meilleurs souvenirs. Mais pas forcément pour les résultats sportifs, pour d'autres choses. Les plus beaux jeux que j'ai faits, c'est Barcelone. C'était la première fois il y avait autant d'équipes. Mais j'ai aucune crainte sur les bénévoles, parce que là aussi, l'ambiance olympique, et je pense que les Japonais, je me mets à la place des bénévoles japonais,
et j'y étais pas, j'en ai un peu parlé avec les équipes de France, je pense que les bénévoles japonais, ils ont été un peu frustrés de la chose, parce que ils n'ont pas vécu avec le public, avec le monde qui vient de droite et de gauche, de tout, qui vient se regrouper dans les Jeux Olympiques, ils n'ont pas vécu ça. Là, les bénévoles, ils vont vivre à Lille, qui, je vous le signale tout de même, est une plateforme européenne. Souvenez-vous, il y a quelques années, Lille a fait candidature pour les Jeux Olympiques. Et un de ses arguments, c'était que nous sommes une plateforme européenne extrêmement facile à atteindre. Moi, j'ai aucun souci sur les bénévoles. J'ai aucun souci sur les bénévoles pour mener les Jeux, et j'ai aucun souci même pour le monde du sport en ce moment. Nous allons partir, les licences repartent, c'est compliqué, je n'ai pas de souci là-dessus, Monsieur Jamon. Bien, Monsieur Lepointe, merci de m'avoir rassuré. Et le public, pour le faire venir tous les jours, il n'y a pas que des bons matchs au premier tour. Alors oui, ça aussi, il faut se le dire, parce que tout le monde se dit, putain, les JO, ouais, c'est terrible. Moi, quand je suis allé au JO, j'ai réussi à aller voir la Dream Team. Bon, ils sont même venus nous voir jouer aux boules. Ils hallucinaient. Il y avait un seul, il regardait la tour en train de jouer aux boules. Il fait quoi, lui, le truc? Et toute la Dream Team qui était là, tout de même assez exceptionnel. Et on a été voir au volley, on a été voir Brésil, à l'époque Pays-Bas. Des places, il y en a parce qu'elles sont achetées. Donc le problème en ce moment, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire sur les JO. Et pour l'instant, je ne suis pas le chef. Le chef, c'est le COJO. Le deuxième chef avec le COJO, ça va être le Stade Pierre-Mauroy qui organise, parce que c'est eux qui ont l'organisation, c'est une société, etc. La mêle sur le village olympique, et après, nous, les petites mains de la fédération, les petits handballeurs, on va essayer de faire venir le public. Alors il y a le public payant et compagnie, mais on a déjà dans l'idée avec Philippe Bana, qui est président de la fédération, qui est mon complice, même si je suis pas allé à la fédération parce que je préférais rester dans ma ligue, et puis être élu 2 fois, ça fait beaucoup. 1 fois, ça me suffit. Donc, avec Philippe Bana, on a dans l'idée, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le vice-président, on va aller chercher les gens, évidemment, en plus c'est compliqué, c'est une période, c'est pas les écoles, etc. Mais on va aller chercher les gens, mais ça, il faut commencer dès janvier 2022. Il faut commencer à préparer les gens pour les amener. Et il faudra faire le sacrifice, mais je pense que le COJO est suffisamment intelligent. Les gens qui sont à sa tête, Estanguet, triple médaillé, Taubois, ex-prof de gym, qui était ici qui jouait au badminton, au Luc, etc. et tout. Donc, j'irai, ces gens-là, ils sont conscients. Il faudra faire, non pas le sacrifice, mais le don de faire venir tous ces jeunes admirer les Jeux Olympiques de manière en partie gratuite, même totalement gratuite. Donc il y aura une partie payante et une partie gratuite, et j'espère que vous en bénéficierez, parce que les étudiants, j'espère que peut-être que d'aucuns d'entre vous auront fini leurs études et vous aurez déjà trouvé du boulot, ou peut-être que si vous êtes en première année, vous allez arriver juste à votre fin et vous pourrez être bénévole. N'écoutez pas Jean-Pierre Lepointe qui vous incite à redoubler, hein, c'est pas utile. Non, je vous incite pas à redoubler, mais si de temps en temps, j'ai incité un de mes gamins de sport-études à redoubler l'autre jour parce qu'il s'est fait un tournoi bêtement, il a repris trop vite. C'est le grand problème maintenant, il s'est fait les croisés et le ménisque, et je lui dis, tu feras 2 terminales pour aller plus en sport-études, et puis c'est tout. C'est pas grave. Non, il va falloir ouvrir le stade Pierre-Mauroy, mais c'est en plus une grande difficulté, parce qu'à chaque session de match, vous videz le stade et vous recommencez. Nonobstant, à côté, toutes les organisations extérieures, avec un village qui sera vraisemblablement sur le champ de Mars et à côté, où en plus on peut retrouver du beach handball, qui peut, si tenter que le temps le permet, mais on a toujours eu de la chance, donc tout ira bien. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez l'applaudir bien évidemment. Parcours riche. Est-ce qu'il y a des questions pour monsieur Lepointe? Ça a été parfait. Allez pas nous parler du karaté. Hein. Vous faites rien sur le karaté, sinon vous. Je peux répondre sur le karaté. Non, mais. On va récupérer un micro ici, pardon.
Préparez une deuxième question, puis après, il y aura un petit mot de conclusion. C'est le monsieur du GDOS du Pas-de-Calais. Allez, c'est bon, je crois. Non? Toujours pas? Parlez fort pour voir, tester. Non, mais sur le micro, à Capella, essayez. Merci le Président. On s'est rencontrés à l'Assemblée Générale du Comité départemental de Hand. Effectivement, c'est un orateur, mais c'est quelqu'un de terrain et qui sait dire vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Moi, je voudrais rajouter deux choses, Monsieur le Président, et je voudrais rajouter sur les bénévoles. Effectivement, les bénévoles aujourd'hui sont demandés par la suite, pour les Jeux Olympiques. Mais avant les Jeux Olympiques, il faut savoir qu'il y a des bénévoles qui aujourd'hui accompagnent les sportifs de haut niveau. Et tout à l'heure, les 4 sportifs de haut niveau qui étaient là, ils ont obligatoirement démarré par le plus bas. Et pour aller vers le haut, ils ont été accompagnés par des dirigeants qui ont pris du temps, de janvier jusqu'à décembre, pour les amener jusque là où ils sont. Et là aussi, il y a ce côté qu'il faut surtout pas oublier, le travail qui est mené au quotidien. Puis la deuxième question, c'est les arbitres internationaux. Parce qu'aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, nous avons aussi des arbitres internationaux qui ont participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et même d'autres. Et aujourd'hui, là aussi, ils s'investissent beaucoup dans les futurs Jeux et que là aussi, nous, on aime bien aussi les mettre à l'honneur avec les sportifs de haut niveau. Voilà. Bonne observation. Jean-Pierre, une réaction? Oui, je partage totalement. D'ailleurs, je vous demande pardon parce que j'ai occulté un sujet qui m'est cher. Tu as déçu ton public, mais tu es en train de te rattraper. Hein. Ça veut dire, j'ai occulté un truc, j'ai fait un clip, d'ailleurs j'aurais dû le ramener, parce que le Suisse, il a mis des clips, j'aurais pu ramener le mien. Et en plus, mon clip, il était court, il dure 1 minute 30, et on l'a fait aussi pour relancer les licences. Et chaque fois, je dis, et alors j'en suis profondément convaincu, croyez-moi, c'est pas de la politique politicienne, j'ai pas besoin d'être élu. Je ne vais pas faire un débat ce soir comme il va y avoir, mais les équipes de France, elles ne viennent que de tous les clubs. Les équipes de France, chaque joueur de l'équipe de France de handball, j'en connais la carrière, ils ne viennent pas des grands clubs. Bien sûr qu'ils vont dans les grands clubs, mais les équipes de France, elles viennent de tous les clubs. J'ai 2430 clubs à la fédération, 50 clubs professionnels. 2380 clubs amateurs et tous les joueurs des équipes de France viennent de ces clubs et après rejoignent pour leur carrière évidemment les clubs professionnels, mais c'est le tissu essentiel de notre réussite, c'est les clubs amateurs, c'est l'ensemble, c'est la formation et je dis toujours c'est l'éducation. Oui, je suis parfaitement d'accord et d'autre part, il faut absolument qu'on n'oublie pas pour que les bénévoles continuent à avoir du plaisir, et un bénévole, ça a du plaisir, sinon il ne serait pas bénévole. Il ne faut pas aussi oublier ça. Mais j'irais, si on veut continuer, il faut absolument dire aussi, et c'est pour ça ta question sur les bénévoles rejoint par rapport aux gens qui vont venir au JO travailler, ça rejoint les bénévoles, ça n'est pas seulement les entraîneurs, ça n'est pas seulement tout le corps des bénévoles, arbitres, directeurs de jeu, entraîneurs, présidents, ça fait partie de la réussite, c'est le secret du sport, c'est le secret de l'éducation, c'est en tout cas une partie du secret du handball dans sa continuité. Une dernière question, là-haut au centre. Oui, bonsoir, donc toujours Andreas Cardo, Master 1, gestion stratégie du sport. Moi j'avais une question pour vous, mais plus en tant que président de Ligue des Hauts-de-France de handball. Donc on sait que vous êtes une des fédérations qui est le plus impliquée dans la thématique du handisport, notamment à travers le handball fauteuil. Donc je voulais vous poser la question un peu, qu'attendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques au niveau de cette pratique, et c'est une question qui pourrait aussi se poser à Erika en tant qu'athlète paralympique. Qu'attendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le développement de la pratique à destination des personnes en situation de handicap, mais également à travers leur accessibilité? Erika, vous voulez répondre? Vous êtes plus à même, mais j'ai une idée aussi là-dessus. Ah, Erika va peut-être se mettre au hand pour Paris 2024 en plus. Non, merci.
Non, mais j'ai fait du basket fauteuil, j'étais en équipe de France féminine, et j'ai fait du tennis fauteuil. Donc j'ai essayé plusieurs sports. Moi, ce que j'attends concrètement pour Paris 2024 pour les Paralympiques, c'est qu'il y ait une très grande visibilité, mais qui commence dès aujourd'hui, de montrer que dans tous les territoires, même les territoires le plus reculés, que le paralympisme soit connu, parce que pour beaucoup, ils ne se mettent pas au sport parce qu'ils ne savent pas qu'il y a du handisport ou du parasport. Donc c'est d'informer, d'ouvrir des structures, que les personnes en situation de handicap sachent qu'ils peuvent pousser les portes d'un club valide et que normalement on ne devrait pas leur dire non, sinon je me déplace. Et que tout est possible, tout est accessible, enfin dans la pratique, je pense que quand on veut, on peut. Donc moi j'ai posé une question en conférence de presse à la mairie de Paris sur l'accessibilité. Moi ce qui m'inquiétait c'est surtout l'accessibilité sur les transports en commun. Ça va être un gros sujet. Maintenant ils y travaillent fortement. En tout cas à Tokyo j'ai vu des bus adaptés absolument incroyables où le rez-de-chaussée est uniquement réservé aux fauteuils et l'étage aux valides. Voilà, donc c'est beaucoup de visibilité, beaucoup d'informations, beaucoup de déplacements dans les établissements scolaires, puisque si on veut sensibiliser au handicap et au paralympisme, eh ben ça commence avec la génération future, donc avec les enfants, pour que derrière, il y ait une plus grande visibilité, et leur donner envie aussi de venir pratiquer. Il faut savoir qu'il y a des disciplines handisport qui sont accessibles, pour le coup, aux personnes valides. Donc vous pouvez très bien venir faire un match de handi-basket ou de handball en étant valide. Voilà. Merci Erika. Sur la question des bénévoles, par contre, vas-y. Moi je tiens à souligner que les bénévoles ont été extrêmement appréciés, en tout cas pour ma part à Tokyo. Ça a été une bouffée d'oxygène, il y en avait énormément. Alors nous on était frustrés qu'il n'y ait pas de public, mais ils étaient frustrés de ne pas pouvoir échanger davantage avec les athlètes. Et j'ai mis un point d'honneur à aller discuter avec eux, même s'il y avait la barrière de la langue. Et je peux vous dire que j'ai découvert un peuple très humble, poli, reconnaissant, qui voulait absolument ces Jeux olympiques et paralympiques, et qui ne comprenait pas pourquoi en Europe, ça avait fait un foin pas possible sur le fait que les Japonais ne voulaient pas les Jeux. C'est entièrement faux. C'était une petite minorité de la population. Et pour leur rendre l'appareil, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de Jeux, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de club non plus. Ça, faut en être conscient. Et il faut savoir le reconnaître. Et pour ma part, voilà, j'ai essayé de communiquer après ma médaille, donc leur montrer la médaille. Je ne pensais pas que ça pourrait faire autant d'effets, alors à des personnes, mais notamment les bénévoles japonais. C'est-à-dire que j'ai eu un étage complet qui s'est pointé parce qu'ils ont vu une médaille, mais très humbles, n'ont pas osé la toucher, etc. Et c'est incroyable. Donc avant de partir, j'ai donné mon bouquet de fleurs, j'allais pas rentrer avec, à une bénévole. J'aurais donné un ticket de loto gagnant, j'aurais pas vu de différence. Donc comme quoi, franchement, pour les athlètes, les bénévoles sont super, super importants. Voilà, merci. On a encore une Jean-Pierre, réponse rapide, une dernière question. Je peux répondre sur le handicap par rapport à... Alors moi, j'ai fait effectivement... Je me suis fait piéger un jour avec l'équipe pro de Dunkerque. Vous avez tout de même quelques mecs qui jouaient, qui n'étaient pas trop nuls en sport. Et il y a un club de tennis fauteuil à Coudekerque. Et ils nous ont branchés. On fait un match contre vous et tout. Ouais, c'est bon, on va jouer et compagnie. Ils nous ont mis une tôle. On s'est souvenu, ils nous ont ridiculisés. Nous en fauteuil et eux en fauteuil. Non, moi je dis ce que j'attends de 2024, mais j'ai envie de dire je l'attends depuis toute ma vie. J'attends que on regarde pas les gens, mais c'est compliqué pour les gamins. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'accueillir 2 gamins autistes dans une équipe de sport. C'est compliqué pour pousser les portes. Les parents, ils ont peur qu'il y ait un... Mais j'ai un fils handicapé. Léger. Mais malgré tout, lui, il le porte. Léger, ça n'existe pas. Et ce que je veux dire, les parents, ils ont peur du regard des autres.
Ils ont peur par rapport à leurs gamins. C'est très compliqué. Il faut former les entraîneurs à ce sujet-là. Mais moi, j'ai une citation que je redis souvent. Je ne sais pas si je l'ai appris un jour dans mes bouquins de philo. Ça m'étonnerait parce que je regardais pas beaucoup mes bouquins de philo. J'ai une citation que je ne sais pas qui me vient, c'est de dire « Les âmes n'ont ni sexe, ni couleur, ni race, ni handicap ». Donc on doit regarder. Et je dis que la meilleure chose qu'il devrait y avoir, parce que ce n'est pas encore fait, je crois, c'est que les primes olympiques soient les mêmes partout, paralympiques et olympiques. Ça serait le meilleur signal. C'est déjà fait ? Une dernière question, et on pourra donner la place à Gilles Boulot pour le 20h. On va être parfait. On est raccord. Bonsoir, Alan Le Bourgogne, donc étudiant en master GSS à Lille. Moi, ma question, en fait, elle se porte sur les clubs amateurs dont vous avez parlé, les 2380 clubs. Aujourd'hui, quelles sont les ressources allouées par la fédération aux clubs pour justement développer encore plus la pratique après une période de Covid, et donc quelles sont ces ressources, et aussi qu'est-ce qui est alloué en termes de ressources humaines? Est-ce qu'on développe des choses? Est-ce que il y a des fonds qui sont débloqués pour pouvoir accueillir de nouveaux éducateurs, accueillir de nouvelles secrétaires dans les clubs, pour pouvoir aussi justement faire vivre ce vivier de sportifs qui sont l'avenir du handball français? On tente une réponse courte, Jean-Pierre. C'est compliqué d'être court. Vous avez été soudoyé pour me poser la question? Parce allez boire une bière. Parce que là-dessus, on peut commencer là maintenant, et on prend le petit déjeuner à 6 heures. Alors, oui, mais vous avez raison, on va aller boire un coup. Alors, question. 1, la fédération, et avec la pression un peu de votre intéressé par rapport à ce qui s'est passé, la fédération a eu le courage, et c'est pas évident parce que vous présentez un budget en déficit, de mettre 5 200 000 € sur la table pour enlever le prix de ces licences, hormis la part fédérale des licences sur toutes les licences des licenciés qui renouvellent. 5 200 000 €, ce qui nous a amené à présenter à l'Assemblée Générale Fédérale, et croyez-moi, ça fait tilt, tout de même, ça fait peur un petit peu, de présenter un budget en déficit, parce qu'il fallait le faire. La Ligue de handball des Hauts-de-France, et je ne suis pas le seul, tous mes collègues, la Ligue d'Occitanie, la Ligue de Normandie, on a tous fait la même chose, nous avons mis 360 000 € sur la table, et donc on présente un budget en déficit de 360 000 € pour que les licences soient pratiquement gratuites, de telle manière que les clubs puissent pouvoir renouveler les licences. Et en ce moment, on est en train de dépasser les chiffres. Je suis les chiffres minute par minute, pratiquement tous les jours depuis début août. On est en train de dépasser nos chiffres de licenciés de 2020, d'autant que, vous savez, la fameuse crise de refermeture avec le retour des vacanciers de l'école est en train de disparaître, et donc les parents vont commencer à réinscrire les gens. Donc oui, on fait des choses. Sur la formation, oui, on fait aussi des choses. On met en place en ce moment aussi, dans l'Institut de formation, des stages de dirigeants gratuits, et on est aussi à l'écoute des clubs sur la formation de cadres, sachant que la formation de l'Institut de formation des Hauts-de-France, elle est demandée au club à 4,50 €, ce qui veut dire qu'on est totalement en déficit, parce qu'une heure de formation, ça ne vient pas à 4,50 €, à 4,50 € pour les clubs et pour certains gratuits. Oui, on fait un énorme effort. Oui, la Fédération de handball fait un effort pour ses clubs, et je pense qu'il est en train de payer. Merci Jean-Pierre. On va terminer la séquence handball avec un clip que nous a vendu très cher Jean-Pierre Lepointe. Et après, il y aura un petit mot de conclusion avec Arnaud Vaquet. Mais tout d'abord, le clip. Merci encore Jean-Pierre Lepointe.